Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Nous reviendrons bien évidemment sur les résultats du second tour des élections communales. Ce sera tout à l'heure. Dans notre débat, la culture a également droit à sa page spéciale. Andrea Braslopo viendra notamment vous parler de la programmation du festival Vision du réel. Mais on commence avec cette information de dernière minute. L'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, envisage de construire un foyer pour requérants d'asile à Aisin. Ce foyer disposerait d'une capacité d'accueil d'environ 120 personnes. Florian Cavalieri, vous êtes avec Éric Durst, le directeur de l'EVAM. La nouvelle a été communiquée hier soir au conseil communal d'Aisin. Cette commune pourrait accueillir un centre de l'EVAM d'une capacité de 120 places. Éric Durst, bonjour. Bonjour monsieur. Quel est ce projet de l'EVAM à Aisin ? Le projet de l'EVAM, c'est de construire un foyer sur une parcelle qui appartient à un canton et que le canton met à notre disposition pour nos besoins, pour les besoins de notre mission. Et donc de construire sur cette parcelle un foyer d'environ 120 places. Jusqu'à présent, les migrants de l'EVAM étaient accueillis plutôt dans des structures qui étaient des abris de protection civile. Là, c'est la première structure hors sol, c'est-à-dire qui n'est pas un abri de protection civile, qui serait construite sur le district de Nyon. Effectivement, vous parlez là du district de Nyon, bien entendu. Donc là, sur la première structure d'hébergement collectif en surface dans le district de Nyon, c'est vrai. Maintenant, nous avons toujours, et le Conseil d'État également, indiqué que l'utilisation d'abris de protection civile, c'était une mesure faute d'autres solutions. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir maintenant développer un projet à cet endroit-là, dans le district de Nyon, où nous sommes encore relativement peu présents en dehors des abris de protection civile. Et ce serait un projet modulaire, modulable, expliquez-nous. Alors, ce que nous cherchons en fait avec ce projet, c'est de ne pas prétériter d'éventuels autres développements qui pourraient voir le jour dans le même périmètre, dans le périmètre voisin. Et donc, nous avons eu un certain nombre d'échanges avec la région de Nyon et puis avec les représentants de la municipalité d'Aisin pour voir quelles pouvaient être en fait ces exigences-là. Et on cherche à tenir compte le plus possible de ces besoins-là dans le développement du projet. 120 migrants, c'est un gros projet pour l'EVAM, c'est un centre de taille raisonnable. Expliquez-nous. Alors, 120 migrants dans un foyer, c'est une taille tout à fait raisonnable, tout à fait, je dirais, c'est un foyer de taille moyenne par rapport au foyer que nous exploitons à travers le canton. Et c'est une taille qui fonctionne très bien, aussi bien du point de vue économique, c'est la taille, disons, critique suffisante pour que l'exploitation soit économiquement raisonnable, mais en même temps, en termes de cohabitation, c'est aussi une taille qui fonctionne bien, surtout avec une population mixte, c'est-à-dire des familles, des personnes seules, différentes typologies, disons, de bénéficiaires à cet endroit. C'est une dynamique qui, en règle générale, fonctionne très très bien. Alors vous l'avez dit, des familles, des hommes seuls. Justement, quel serait un peu le profil des migrants qui seraient logés à Aisin ? Alors, vous le savez, et je crois que toute la population du district de Nyon le sait, les flux migratoires sont toujours importants à travers l'Europe, et puis la Suisse est aussi bien sûr touchée par ces phénomènes migratoires. Et donc, nous avons dû, au cours de l'année dernière, créer à peu près 1300 places d'hébergement en plus pour pouvoir accueillir tout le monde. Les prévisions du secrétariat d'État aux migrations pour cette année prévoient de nouveau un nombre assez considérable de demandes d'asile et nous devons donc tenir compte, créer les possibilités pour les héberger tous. Maintenant, on n'a pas, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, d'indications précises sur les personnes qui seront hébergées à Aisin, parce que ces personnes, par définition, ne sont pas encore en Suisse. Il faut d'abord construire et après commencer à accueillir nos bénéficiaires. D'accord, mais vous savez que sur le district, la grosse crainte, ce serait des hommes célibataires seuls, non entrés en matière. Est-ce que ce serait ce genre de profil qui serait logé à Aisin ? Pour moi, il est aujourd'hui évident qu'un foyer de ce type-là, il doit accueillir une population mixte. Et quand je dis mixte, ça veut dire des hommes seuls, mais aussi des familles, aussi des femmes, des couples, une composition, je dirais, sociologique assez mélangée, parce que ça permet en fait d'avoir une dynamique qui est positive et d'éviter
peut-être certains risques, disons, de dérive, comme on a pu effectivement les observer dans le passé. Et quelle serait la durée moyenne d'un séjour d'un migrant dans ce centre d'Aisin? Alors, si on le destine à des personnes qui nouvellement arrivées, ça devrait être une durée de 6 à 9 mois dans l'idéal. Mais ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent qui font que parfois cette durée elle peut se prolonger un tout petit peu au-delà de ces bornes. Vous l'avez rappelé, il y a urgence pour ces migrants et notamment en vue des flux qui arrivent d'arriver cet été. Vous les avez estimés, il manque un certain nombre de places à l'échelle du canton. Alors, au jour d'aujourd'hui, il ne manque pas de place, tout le monde est hébergé, mais il est vrai, il y a près de presque 800 personnes qui sont hébergées en abri de protection civile. Donc, encore une fois, ce n'est pas une solution qui est idéale, ce n'est pas une solution qui est recherchée, mais c'est la seule existante très souvent. Donc, on poursuit nos efforts sur l'ensemble du canton pour créer des places en plus pour pouvoir faire face. Le foyer d'Aisin, il ne sera pas terminé cet été, bien entendu. Donc ça, c'est dans une vision à moyen terme que ce foyer d'Aisin apportera une part à la solution au défi qui est le nôtre. Donc ce projet a été présenté au conseil communal d'Aisin hier soir, mercredi soir. Quelle est la suite de l'échéancier ? Alors maintenant, nos architectes continuent à travailler de manière précise sur le projet pour pouvoir élaborer un projet prêt à être mis à l'enquête. Et puis, nous avons convenu avec le syndic d'Aisin qu'au moment de la mise à l'enquête, un peu avant, un peu après, mais disons dans ces échéances-là, quand le projet sera mis à l'enquête, une séance publique sera organisée pour informer le public. Et à cette séance, il y aura la présence de monsieur le conseiller d'État Philippe Lebas, qui est donc en charge du domaine de l'asile, et qui a indiqué qu'il sera disposé à se déplacer pour donner toutes les informations nécessaires, répondre aux interrogations de la population. Voilà, une séance qui sera organisée ce printemps encore. Eric Durst, merci beaucoup de nous avoir donné ces quelques précisions. Merci beaucoup, monsieur, et au revoir. L'Assemblée des délégués de la Fédération patronale vaudoise se tenait à Rolle. Invité de marque, le conseiller fédéral Guy Parmelin. Florian Cavalieri l'a rencontré et c'était l'occasion de faire le point sur l'actualité avec le conseiller fédéral. Monsieur le conseiller fédéral, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à l'invitation de la Fédération patronale vaudoise pour parler d'actualité, une actualité funeste qui nous a rattrapés en début de semaine avec les attentats qui ont eu lieu en Belgique. Quel était le message que vous êtes venu faire passer ici ? Alors, je suis venu parler un petit peu de sécurité, puisque sans sécurité, on n'a pas d'économie, pas de stabilité, pas de prestations sociales. Et le message voulait finalement dire dans ce pays, nous avons un instrument au niveau fédéral qui est extrêmement important, c'est l'armée. On en a un deuxième, c'est le service de renseignement qui sont les yeux et les oreilles de la Confédération. Et il faut maintenant prendre conscience avec les turbulences internationales que ces deux instruments doivent être soignés. Ils ont un prix, naturellement, et c'est aussi pour ça que nous nous battons à Berne. Alors justement, un prix, vous l'avez rappelé, le but, une armée de 100 000 hommes avec un budget de 5 milliards. Oui, 100 000 hommes, 5 milliards à terme. C'est la réforme de l'armée qu'on connaît sous son acronyme DEVA, Développement futur de l'armée. Les chambres viennent de mettre le projet sous toit. Ça va nous servir de base, de socle, de fondation, devrais-je dire, pour la future politique de sécurité. L'armée sera mieux équipée, plus rapidement mobilisable. C'est nouveau, c'est quelque chose de totalement nouveau depuis de nombreuses années, naturellement décentralisé et mieux formé aussi. Et je crois que c'est ce qu'on attend au niveau de la sécurité, d'avoir quelque chose d'extrêmement performant. Une armée qui a aussi un rôle citoyen, vous l'avez rappelé, avec les flux migratoires et sa possible peut-être mobilisation à la frontière sud. Je crois que ce qu'il faut rappeler clairement, c'est que l'armée, elle est toujours engagée à titre subsidiaire. C'est pas l'armée qui va aller aux frontières comme ça de son plein gré.
On a un système en Suisse qui veut qu'il y ait les polices cantonales, les cantons, le corps des gardes frontières, et c'est sur mandat spécifique que l'armée doit être prête à appuyer, à remplir certaines missions bien définies. C'est ce à quoi le Conseil fédéral actuellement travaille, et c'est sur ces décisions qu'il devra se prononcer prochainement. Lutte antiterroriste, mais aussi cybercriminalité, excusez-moi. Et ça, le SRC, le service de renseignement de la Confédération, c'est aussi un élément très important. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous aurons, je l'espère, une nouvelle loi sur le renseignement, puisque le peuple devra se prononcer au mois de septembre prochain sur un projet du Parlement. On le voit, les menaces ont fortement évolué. On sous-estime très largement le danger de la criminalité cybernétique. Régulièrement des entreprises, encore dernièrement, des entreprises, sauf erreur de vente par correspondance, ont été attaquées, leur site bloqué, mais c'est parfois à l'œuvre d'État, c'est parfois à l'œuvre de particuliers. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte mieux actuellement, ne pas être trop naïf non plus, et savoir simplement prendre des mesures de protection. La dernière actualité concernant le département fédéral de la Défense, c'est notamment le gel du système solaire qui devrait être couplé avec l'achat de futurs avions. Est-ce que l'armée doit redéfinir son rôle et peut-être redéfinir les moyens qu'elle a à disposition? Je crois que c'est un processus permanent. Quand vous arrivez dans un département, il y a très nombreux projets qui sont en cours de route. Nous devons naturellement les analyser, les optimiser. Nous avons ce qu'on appelle les programmes d'armement, les programmes aussi immobiliers, nous avons des concepts. On doit aussi tenir compte de la situation financière de la Confédération, faire en sorte que chaque franc soit utilisé à bon escient. Et c'est dans ce contexte-là, avec naturellement, comme vous l'avez fort bien dit, la mise sur pied d'un groupe d'accompagnement pour l'éventuelle future acquisition d'un nouvel avion de combat, qu'il faut comprendre la décision de suspension. Il est important d'avoir une vue globale et de se prononcer sur un concept avec une base solide. On va revenir, je vous propose, sur cette assemblée qui concernait donc la Fédération patronale vaudoise. Vous étiez en territoire conquis. Est-ce que vous êtes aussi venu dire que dorénavant, ces patrons vaudois ont un relais à Berne? Non, je suis aussi venu, naturellement, c'est mon canton, c'est proche de chez moi. Égoïstement, j'avais prévu je m'étais dit je pourrais passer la nuit à domicile à Bursa. Malheureusement, des contingences m'obligent à rentrer à Berne ce soir, mais je suis aussi venu délivrer un message parce que j'ai été longtemps membre de l'association du centre patronal, et comme c'était une possibilité cet après-midi de le faire, c'est très volontiers que je l'ai fait. Et comme l'a rappelé le conseiller d'État Philippe Lebas, cette région est particulièrement dynamique et particulièrement suivie depuis Berne. Oui, naturellement, et on a toujours ça à l'esprit, mais il ne faut pas oublier que vous êtes, en tant qu'élu, le Conseil fédéral de tous les Suisses. Vous travaillez dans l'intérêt du pays. D'ailleurs, nous avons tous prêté serment sur la Constitution d'avoir devant les yeux l'intérêt général et l'intérêt du pays, pas seulement l'intérêt d'un canton. Et puis pour finir sur une note un petit peu plus positive, justement, cette assemblée s'est terminée par un exposé sur le Montreux Jazz Festival. Ça vous parle, la musique, le jazz et Montreux? Oui, naturellement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de voir ces artistes, surtout de voir la manière dont c'était filmé au tout début, et puis l'arrivée, comme c'était rappelé par M. Jaton, de la haute définition. Même à la fin, je me disais, ça serait peut-être quelque chose de pas mal de passer une petite musique d'ambiance, soit avant le début d'une conférence de presse. Et pourquoi pas, rêvons peut-être un jour avant le début d'une séance de Conseil fédéral. C'est une Suisse success story. La Suisse, c'est toujours une success story. Alors Montreux, comme d'autres, ça a été rappelé, ça a débuté sous la forme d'une idée, et puis après la personne avait un sens de l'entreprise particulièrement développé, phénoménal. Il faut aussi avoir un peu de chance, ça a été rappelé aussi, un peu de flair, et je crois que entre le départ de cette aventure et la grande machine qu'est le Festival de Montreux aujourd'hui, fort bien géré par ailleurs, ça nous montre que quelqu'un qui a de bonnes idées, s'il est audacieux, peut faire fructifier son idée et arriver à des résultats parfois renversants. Monsieur le conseiller fédéral, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à Nyon Région Télévision. Je vous en prie, merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. D'importants travaux vont se dérouler à la gare de Gland, 18 mois environ pour construire un nouveau passage sous voie et rehausser les quais notamment. Un vaste chantier dont le premier coup de pioche a été donné cette semaine et auquel a assisté Florian Cavalleri.
C'est un chantier décisif qui débute à la gare de Gland. Le premier coup de pioche donné en début de semaine concerne la réalisation du passage sous voie dévolu à la mobilité douce et chargé de faire la jonction entre le secteur nord de la gare et la partie sud de la seconde ville du district. Un site dont le visage sera entièrement remodelé. On a commencé par Gare Nord il y a à peu près 4-5 ans et on continue maintenant en faisant la liaison entre Gare Nord et Gare Sud. Et Gare Sud viendra dans les 2-3 prochaines années au niveau de construction de bâtiments et d'aménagement aussi de la sortie du passage inférieur côté sud. À terme, le quartier sud hébergera environ 500 personnes et une centaine d'emplois. Ce passage sous voie très attendu par la population est construit en partenariat avec les CFF, propriétaires de l'entier de la parcelle. Des CFF qui en profitent pour mettre aux normes les quais de la gare glandoise. Ce passage sous voie est la première étape du chantier. On va ensuite rehausser les quais sur la longueur de 320 mètres. On va poser des nouvelles marquises, construire des nouvelles marquises ainsi que les équipements qui sont nécessaires. Et puis, plus techniquement, on va reprendre le renouvellement complet de la ligne de contact. Après la démolition de bâtiments au chemin du Vernet et à la rue du Perron, les terrassements pour le passage inférieur pourront débuter. Cela nécessitera la pose de ponts provisoires, puis les quais 3 et 1 seront réalisés. Enfin, dernière étape, la pose de parois anti-bruit attendue depuis de longues années déjà par les riverains. L'objectif, en fait, c'est de rendre conforme la gare pour les voyageurs et les riverains, donc c'est-à-dire embarquer plus facilement dans les trains. Le budget global est de 30 millions de francs, dont environ un tiers pour le passage sous voie, un second pour le rehaussement des quais et le dernier pour le renouvellement de la ligne de contact. La commune de Gland mettra, elle, 4 millions de francs sur la table. C'est vrai qu'on a pu bénéficier de ce partenariat avec les CFF qui était indispensable bien évidemment. Ils ont couplé leur chantier à notre chantier qui est le passage inférieur et on a aussi pu bénéficier de l'apport de l'agglo Grand Genève qui cofinance cet important chantier. Entre le département de l'infrastructure qui gère tout ce qui touche au rail et au quai, celui de l'immobilier qui s'occupe de la partie commerciale et le service aux voyageurs, les CFF tiennent le couteau par le manche vis-à-vis des communes que leur réseau traverse. Une très grosse structure à qui il manque peut-être une vision globale du district pour faire harmoniser au mieux réseau régional de bus et horaires de ces trains. Autre chantier moins colossal, celui-là avec 2 cloches qui ont été réhabilitées au temple de Nyon. Et ce sont les élèves de 6 classes nyonnaises qui se sont chargés de hisser ces 2 cloches dans le beffroi. L'une datant de 1446 et l'autre de 1617. Le temple de Nyon, actuellement en rénovation, compte ainsi désormais 7 cloches. Voilà, alors les cloches historiques de Nyon remontent dans leur clocher. Et puis on a le plaisir de faire cette fête en respectant la tradition. C'est les enfants des écoles qui vont tirer sur les cordes pour remonter tout ça en haut du clocher, comme ça s'est passé en 1936. C'est un moment plutôt sympathique, c'est pas l'essentiel, mais c'est un moment qui fait partie de la vie du temple, qui fait partie de la vie entre guillemets du village, même si notre Nyon est un gros village. Vous savez, la dimension sociale, elle est assez amusante. C'est quand on a arrêté certaines cloches et puis qu'on a frappé les autres, eh bien, il y a des gens qui remarquent. Et il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus les mêmes cloches qui sonnent. Et là, on va en remonter des cloches de 1446 pour la plus vieille. Alors vous imaginez, c'est vraiment un trésor caché qu'on a là en haut dans le clocher et qui nous appartient à tous. 2 cloches qui ont été, d'une part, qui sont proches en fait de l'histoire en fait du temple. L'une a été de 1400, je dois vous le dire précisément, 1446 était certainement dans l'ancienne église Notre-Dame. Celle de 1617 était vraisemblablement dans le clocheton qu'il y avait à l'emplacement du clocher actuel. Ces cloches ont circulé à différents endroits de la ville, dans différents bâtiments, pour finir au dépôt des biens culturels. L'idée était de remonter en fait finalement ces cloches dans le clocher qui date de 1930, qui avait un emplacement réservé pour un gros bourdon, c'est-à-dire une très grande cloche, et qui finalement n'a jamais été mis en place. Donc cet emplacement est utilisé maintenant pour les 2 cloches historiques qui vont
trouver place en fait dans ce clocher. Alors on est dans une phase presque terminale puisque l'inauguration aura lieu à la fin de cette année, fin novembre, mais on peut dire que grosso modo le chantier sera quasiment terminé au tout début de l'automne, fin de l'été. Puis après, c'est la phase en fait de réglage. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. Vous avez vu la date de la montée des dernières cloches. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir cette situation en ville de Nyon, de pouvoir marier les écoles, la rénovation d'un temple, la paroisse qui va offrir les goûters et les enfants qui vont recevoir les cloches en chocolat. Je pense que c'est quelque chose de fantastique pour une ville comme Nyon. Ça me rappelle 1936, lorsque les nouvelles cloches ont été mises dans le nouveau clocher. Et je me souviens que nous étions tous autour de l'église, nous tirions les cloches jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. En gros, vous avez fait la même chose que ces écoliers 80 ans avant. Je pense, nous allons le voir, mais effectivement, ça doit être ça. Comment c'était l'école il y a 80 ans? Magnifique. Magnifique. Avec des institutrices extrêmement valables, extrêmement douces. Magnifique. On allait beaucoup dehors. On nous promenait beaucoup. Et c'était très agréable. On prenait l'air, au moins. Nyon ressemble à Nyon d'il y a 80 ans aujourd'hui? Pas trop, non. C'est très différent même. Qu'est-ce qui a changé? Mais Nyon était tout petit. Il y a 80 ans, il y avait peut-être 3000 habitants, 3200. Alors, vous voyez, aujourd'hui, ça change. Hein. Et on va terminer cette édition en vous parlant de boxe avec le meeting annuel du Boxing Club Nyon qui aura lieu samedi. Beaucoup d'invités autour de moi pour justement évoquer cet événement. Diego Giannini, le président du Boxing Club Nyon. Daniele Bonito, qui est entraîneur et qui organise ce meeting. Et puis deux jeunes athlètes qui seront sur le ring justement samedi soir. Il y a Fisnik Chala et puis Harbert Ibishi. On s'entretiendra avec vous également, évidemment, avant ce meeting. Petit mot d'introduction avec vous, Diego Giannini, sur ce club de boxe. D'accord. Le club de boxe de Nyon est né d'une idée de notre regretté Jean Teuchmann, qu'il a créé en 1981 et qui s'est joint tout de suite d'un entraîneur qui entraîne actuellement encore au Boxing Club de Nyon. Il s'appelle Mario Severino. Et au fil des années, on a pu créer une équipe très solide avec notamment Daniel Bolito, qui est notre entraîneur de compétition principal. Et on a une fréquentation très, très soutenue. On a commencé à organiser les meetings de boxe, il me semble, par les championnats suisses juniors, hein, exact, sur 2 jours à Chézeray. Et depuis, toutes les années, on organise un événement, maintenant à Nyon, et peut-être même plus. Ouais. Événement, donc samedi, à la salle communale de Nyon, 14 combats dès 19h, donc il y aura beaucoup de spectacles à Nyon samedi. Oui, ça sera notre rendez-vous annuel. Donc, nous, on s'entraîne toute l'année en vue de ce meeting, hormis les autres championnats qu'on a tout au long de l'année et meetings. Mais c'est l'objectif principal pour nous, c'est réunir nos boxeurs dans ce meeting qui a lieu principalement au mois de mars de chaque année. Donc, cette année, on a 8 boxeurs nyonnais, qui est un exploit parce que généralement, on n'en a pas autant. Donc, on est ravis de ce résultat. Ça montre aussi le succès de notre club. Alors, parmi les 8 boxeurs nyonnais, on en a 2 sur ce plateau. Je commence par le plus jeune, hein, vous ne m'en voudrez pas. Fisnik Chala, 17 ans, champion suisse junior en 2014, 2015, 2016. Ouais. Quel palmarès déjà. Comment on se sent à 2 jours du meeting à la maison ? En fait, on est assez stressé. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas contre qui on tombe. On ne connaît pas forcément les adversaires. Mais ouais, c'est assez stressant. Et puis, on a peur et tout. En plus, c'est à Nyon. Donc, on est près de nos amis. Ouais, il y aura la famille, les copains. Exactement. Donc, on ne veut pas perdre devant ces genres de gens. Donc, mais c'est stressant ou c'est motivant d'être devant la famille et les amis? C'est surtout stressant. Ouais. Pour vous, Harbert Ibishi, puisque vous serez également donc sur le ring, comment on appréhende ce rendez-vous à la maison? Ça va, un peu de stress, mais au bout de 22 combats, on a l'habitude un peu. Et moi, quand il y a toute la famille qui vient me voir et les amis, ça m'encourage. Ouais.
Vous dites, effectivement, c'est difficile de connaître forcément votre adversaire. Comment on prépare alors le combat si on n'a pas forcément toutes les infos, toutes les clés par rapport à l'adversaire? Bon, je le prépare pas trop, mais je me dis que c'est un adversaire comme les autres et il faut y aller, quoi. Pour vous? On fait des sparring variés à l'entraînement, avec des adversaires variés, dont Harbert et puis Julien et tout. Mais ouais, quand on tombe contre un adversaire et qu'on a déjà une vingtaine de combats, on sait déjà à quoi s'attendre. Et puis, ça dépend aussi le style de boxe de l'adversaire, comment nous on va progresser ou comment nous on va boxer contre lui. Ça dépend, on ne choisit pas à l'avance. C'est sur le moment même qu'on verra comment c'est qu'on doit le faire. Alors vous serez sur le ring, il n'y aura évidemment pas que vous, hein. Il y aura des filles aussi qui seront présentes. Tout à fait, on aura 2 filles, donc Stéphanie Christen qui est notre junior, donc une jeune fille qui s'entraîne depuis 2 ans chez nous. Elle a déjà fait un premier combat au T5 qu'elle a gagné, donc ça sera son 2e combat ce samedi. Et puis on aura aussi Selvi Murseli, qui est donc une jeune femme de 20 ans, élite. Elle fera son 2e combat aussi donc, lors de la soirée. Vous avez insisté cette année sur le fait qu'il n'y aurait pas de professionnels dans ce meeting. Ce sont uniquement des amateurs locaux et régionaux qu'on va retrouver. Oui. Disons qu'on a choisi cette optique à partir de cette année. Ce n'est pas qu'on ne veut plus des professionnels, mais le jour qu'on aura des professionnels, ça sera les nôtres. Sinon, on aura, parce que le budget est différent. Dès qu'on commence à avoir des professionnels, ça coûte beaucoup. Ouais. Et on n'a pas forcément, malgré des sponsors fidèles qui sont toujours présents, mais évidemment, le budget est autre. Donc, c'est plus difficile. Diego Giannini, de manière générale, votre club, comment ça marche? Est-ce que les jeunes s'intéressent encore et toujours à la boxe, de plus en plus même? Je dois dire de plus en plus. De mon temps, je me retrouvais tout seul avec mon entraîneur l'été à la salle. C'était à Genève à l'époque, alors que maintenant, je dois dire, on aimerait bien avoir une salle un peu plus grande, car nous avons à peu près 100 membres. Et heureusement qu'ils ne viennent pas tous en même temps. Sur les différents jours où nous faisons l'entraînement, les différents types d'entraînement, on peut dire que des fois on se retrouve à 40 ou 45 dans la salle. Je vous laisse imaginer l'été. Ouais, il fait bon chaud alors. Et il fait bon chaud. Donc si on pouvait un peu pousser les murs de la salle, on pourrait encore accueillir encore plus de personnes, on aurait encore plus d'entraîneurs. Je dois dire, on a un franc succès et il me semble que les filles représentent ou le tiers ou la moitié des participants. Le tiers, effectivement. Ouais, j'allais vous demander quel était finalement le profil des gens qui viennent, des nouveaux qui viennent. Ce sont plutôt des jeunes, plutôt effectivement, alors pas mal de filles visiblement. Oui, quel est un peu le profil de l'adhérent à votre club? Je dirais que le profil, c'est vraiment des jeunes entre... l'âge minimum pour venir, c'est 13 ans, puisque nous n'avons pas l'espace, la disponibilité pour faire des cours pour les tout petits, à part le samedi où nous faisons une boxe light contact, qu'on appelle. Le profil, c'est entre 14 et, je dirais, 25 ans. Il y a des gens plus âgés. Dont moi d'ailleurs. Mais qui en font déjà depuis quelques années, on va dire. Depuis quelques années. Ouais. Donc voilà, c'est ça le profil, c'est vraiment les jeunes. Il y a un espace qui est constitué par les boxeurs et les boxeuses qui veulent aller à la compétition. Et il y a un espace qui est beaucoup plus grand, où il y a beaucoup plus de gens, qui sont les gens qui veulent se faire du bien, donc ils font se défouler et se dépenser, simplement. Ils font une gymnastique structurée, typée boxe, avec tout le côté technique. Eh bien, la relève est là, en tout cas on le voit pour votre club. Plein succès à vous pour ces combats samedi soir. Merci. Et puis plein succès à vous de manière générale évidemment pour cette manifestation. Merci. Et puis pour la suite de ce club. Rendez-vous donc samedi soir à la salle communale de Nyon. Ça commence à 19h et donc 14 combats sont au programme pour ce meeting annuel du Boxing Club de Nyon. Toutes les infos, vous les retrouvez évidemment sur le site internet également du club.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat. On va revenir sur le second tour des élections communales et puis la culture avec Andreas Braslopo qui vous parlera notamment de la programmation du festival Vision du Réel. Notre page Facebook, notre site internet nrtv.ch sont à votre disposition pour voir, revoir toutes nos émissions. Merci de votre fidélité. Très belle suite de programmes à vous et à bientôt.